Bonsoir à tous. Je suis Jocelyn, journaliste pour Cinéverse et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Cinéspace, le podcast de Cinéverse. Au programme du jour, un petit point sur l'actualité avec la sortie de The Backriders, sixième et dernier film en date du réalisateur américain Jeff Nichols, qui sera lui-même le sujet de notre discussion du soir. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois une nouvelle fois Raphaël et Louane, nos piliers de l'émission. Salut à vous. Salut, bonsoir. Salut! Et pour la première fois dans notre émission, enfin, j'ai envie de dire, Yacine, notre rédacteur chevronné. Coucou Yacine. Salut les amis. Et sans plus attendre, lançons notre premier sujet. Je pense fonder un club de balade. Pourquoi? Tout ce que ces clubs font, c'est se réunir pour parler de leur bécane. C'est ce qu'on fait aussi. Du cuir, des motos et un maximum de testostérone. Voici le programme que Jeff Nichols nous propose pour son dernier film, The Backriders. Avec un joli casting incluant Austin Butler, Jodie Comer et Tom Hardy, pour ne citer que, le cinéaste américain tente une nouvelle fois de dépeindre une Amérique blanche, profonde. Un coup gagnant, peut-être. Qu'en penses-tu, Louane ? Hello! Alors, moi, j'avoue que je fais partie de ceux qui ont adoré. Il y a toujours exactement, comme tu disais, ce côté de l'Amérique fracturée, de l'Amérique brisée. Et là, c'est en 70, après la guerre du Vietnam, et on sent la montée de violence qui émane des États-Unis. Mais ce que j'aime avant tout, c'est qu'il y a toujours des valeurs importantes dans son cinéma. Et là, l'amitié, l'amour, c'est vraiment des valeurs fortes qu'en fait, on penserait pas retrouver dans un film de motards, de baroudeurs. Et pour moi, c'est avant tout amour, amitié et l'importance aussi de la loyauté entre amis. Et j'ai trouvé vraiment les messages beaux. Et en fait, son talent aussi de filmer le rien, parce que un quotidien, c'est banal, c'est simple, mais en essayant toujours de transmettre des émotions fortes. Voilà, pour ne dire que ça. Alors, je te rejoins là-dessus. C'est pas le film avec le moins d'émotion de Jeff Nichols, parce son début de carrière, il en a quand même fait une spécialité assez marquante. Après, j'ai l'impression, comme tu dis, qu'il filme du rien et il filme beaucoup de rien dans son propos également. J'ai l'impression que les séquences, elles s'enchaînent de manière pas toujours très logique et des fois juste on passe une séquence un peu lente, un peu ouais, juste qui passe là et tu vois un truc et c'est en mode ok, je regarde juste par ma fenêtre, je regarde ce qui se passe de l'autre côté. À une autre séquence où il se passe exactement la même chose, j'ai l'impression que le film décolle jamais vraiment. Après, bon, le film est pas désagréable à regarder. Franchement, j'ai passé 2 heures plutôt chill, même si j'étais pas dans la meilleure salle de cinéma de Paris. Hein. C'était pas la séance la plus agréable, j'étais hyper de côté, mais bon, j'ai eu un torticolis à la fin. Mais après, bon, est-ce que c'est un film de Jeff Nichols? Oui, moi je retrouve quand même les thématiques de dépeindre une Amérique qu'on pourrait qualifier d'une Amérique de redneck, mais une Amérique toujours blanche, toujours très blanche quand même. Mm. Mais c'est son cinéma, c'est ce qu'il connaît, c'est sa vie. Lui, il vient de l'Arkansas, je crois, vraiment un Ouais. État qu'on qualifie redneck. Il vient d'une famille blanche, il vient d'une famille qui a subi le déclassement, qui a subi les crises économiques, écologiques dans notre aspect un peu moins, mais les crises, voilà, les crises économiques, les crises existentielles, même de remise en question de c'est quoi aujourd'hui la puissance de l'Amérique blanche. Voilà. Donc pour moi, les thématiques y sont. Par contre, là, voilà, moi j'ai beaucoup de mal avec le rythme du film, j'ai beaucoup de mal avec ce qu'il nous raconte, j'ai vraiment l'impression de passer un long moment à circuler sur une moto, sur une route qui ne s'arrête jamais, quoi. Mais je sais que par contre, Raphaël a beaucoup moins apprécié le film. Oui, effectivement, je dirais, c'est pas un mauvais film, mais c'est un mauvais Jeff Nichols en fait. Je suis d'ailleurs même pas d'accord avec vous quand vous dites que le film ne raconte rien. Pour moi, il raconte beaucoup, mais simplement il raconte des choses qui ne sont pas de notre temps. Je m'explique. Ce qui est la beauté du cinéma, c'est de nous faire comprendre notre monde contemporain, de mieux nous faire comprendre la société dans laquelle on vit, à travers d'autres mondes, d'autres sociétés qui sont parfois du passé. C'est Kubrick qui, par exemple, en filmant Barry Lyndon, nous donnait à comprendre sur la cupidité de l'homme contemporain. Et là, j'ai l'impression qu'on a un film qui parle du passé, qui en parle d'ailleurs pas mal, mais qui ne parle pas du tout
d'aujourd'hui. J'irais, c'est un film de copiste, comme on faisait dans les années 50, les années 60. C'est très bien copié d'ailleurs, mais ce n'est pas un film qui parle aujourd'hui. Alors, si vous voulez, je peux le détailler un petit peu, mais Nichols, il y a des thèmes qui sont très importants dans sa filmo, on y reviendra en deuxième partie, c'est la famille, faire famille, d'ailleurs, pas forcément sa famille de naissance, mais une famille de substitution, c'est le cas ici, il le développe. Il y a la question de l'identité, c'est comment on trouve sa place dans le monde, et là, typiquement, on a des personnes qui ne trouvent pas leur place dans le monde et qui le trouvent dans ce gang de motards. Ce sont deux thèmes qui sont extrêmement contemporains. Donc moi, je me disais, Nichols va en faire quelque chose. Nichols va eh bien, les développer et en développant le passé, trouver une résonance dans le monde d'aujourd'hui. Il y avait aussi une composante chez Nichols qui était importante. Je parle au passé parce qu'à mon avis, c'est révolu. C'était la nature. Et c'était quelque part l'écologie. On l'avait beaucoup dans Take Shelter, etc. On y reviendra. Bon, là, avec les motos qui font 50 litres au 100 d'essence, on oublie. Dès le début, on avait compris que ça serait pas du tout un film écolo et Anne Hidalgo sûrement en PLS. D'ailleurs, dans la salle, j'ai pas pu le voir en projection presse, mais dans la salle où j'étais, UGC Léal, moyenne d'âge 50 ans. Donc on n'était pas du tout sur un film un film jeune en fait. Jeff Nichols, 43 ans quand même, moi j'espérais quand même un film un peu jeune. Donc il rajoute une espèce de surcouche féministe. Là aussi, je me dis c'est un thème contemporain et forcément très important d'actualité. Et ben en fait, la pauvre Judy Comer, qu'est-ce qu'elle fait tout au long du film? Elle est à la cuisine et elle fait la popote et elle s'occupe de son ménage, ce qui est pas déshonorant, mais qui est pas du tout féministe, vous me l'accorderez, en tout cas pas avec les standards d'aujourd'hui. Donc là, j'étais un peu troublé de voir que ce féminisme-là aussi était quelque chose d'assez un peu du passé, quoi, encore qu'il y avait un bien demi-siècle dans les valises. Ensuite, on passe aux deux personnages principaux, donc Butler et Hardy. Il y a souvent dans les films de Nichols des personnages mutiques. C'est au cœur de sa filmo, ce problème d'incommunicabilité. Souvent, c'est le héros d'ailleurs principal qui est dans ce cas-là. Et là, en plus, on a deux personnages masculins qui parlent pas, quoi. Donc ça, c'est assez compliqué, je trouve aussi au niveau de l'écriture, d'arriver à mettre en scène deux héros qui sont à ce point-là peu loquaces en fait. Et leur motivation, je les trouve assez peu claires. Butler, on dirait un peu Paul Newman. Jeff Nichols, c'est un grand fan de Paul Newman. Ça ressemble à un copier-coller de Luc la main froide au début quand il se fait tabasser sans vraiment réagir. Donc vraiment typique là aussi d'une écriture des années 50-60. Et Tom Hardy, il est plus Marlon Brando que jamais, y compris la voix de canard qui va avec. Donc là aussi, vraiment quelque chose qui, moi, m'a ramené à des films que j'adore, mais qui ont déjà été faits, et donc qui étaient pas sur une problématique contemporaine. Il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire aussi au niveau des motivations, la motivation de Tom Hardy, qui est plan par plan. Je vous encourage à voir ce monument du cinéma, qui est l'épisode des Simpsons, qui s'appelle Vieux motard que jamais, où Homer décide de monter un gang de motos parce qu'il a vu à la télé l'équivalent de l'Équipé sauvage, et c'est du plan par plan ce que filme Jeff Nichols. Pourquoi la genèse de ce gang? Pourquoi ce gang est formé? Eh bien, c'est parce que Tom Hardy a vu l'Équipé sauvage à la télé. Donc, ça m'a fait beaucoup rire, mais c'était tristement drôle. Je trouve que c'était quelque part une sorte de renoncement. Et sans spoiler la fin un petit peu quand même, le renoncement de la fin de Butler qui entend les motos tourner dans sa tête et qui résigné regarde sa femme un petit peu par défaut, parce que finalement il a quitté sa passion, ça ressemblait beaucoup à un reniement de Jeff Nichols qui a renoncé à être le grand cinéaste qu'on attendait pour finalement faire du film de qualité mais pas du tout mémorable. J'ai trouvé sa mise en scène, j'en finirai là-dessus, assez lourde. Ça allait très bien dans ses films précédents qui étaient statiques, comme Take Shelter par exemple, mais là c'est le road movie le plus arrêté peut-être de l'histoire. Ils passent le 3/4 de leur temps au bar à discuter.
Je crois qu'il y a beaucoup de renoncements en fait dans tout ce qu'a pu faire Jeff Nichols dans ce film. Et je trouve que c'est un film qui est assez ringard en fait. Et pour preuve, Eric Nehoff du Figaro a adoré. Ah Donc, bah je crois que voilà. c'est quand même Donc c'est la meilleure. ringard. Non, je suis assez d'accord. Juste, je voulais juste appuyer un de tes propos. Oui, il filme, enfin appuyer ou contredire et dire mon ressenti. Moi, j'ai trouvé que le point le plus intéressant du film, et en tout cas celui qui m'a le plus intéressé, qui m'a plus pris au trip, c'est justement peut-être le moment où on suit les séquences où le personnage de Tom Hardy, dont j'ai oublié le nom de personnage, le personnage de Tom Hardy construit son équipe et construit sa famille qui du coup vient en remplacement de sa famille réelle, parce que lui c'est probablement un des seuls qui a fondé une famille dans le groupe des motards. Et voilà, moi c'est le côté qui m'intéressait, c'est vraiment construire sa propre famille et délaisser la sienne. C'est peut-être pas assez montré, mais moi ça m'a assez touché et même j'aime bien voir le processus de d'abord c'est un petit groupe de motards qui aiment faire des petites courses et ensuite il y a une scission entre le groupe de motards qui aime faire des courses et le groupe de motards qui a juste envie de parler moto, qui a envie de parler diesel, qui a envie de parler et de rouler sur les routes et chiller. Et ça je trouve ça intéressant, mais je suis d'accord pour dire que en vrai c'est pas vraiment exploité. Et voilà. Par contre, j'aimerais passer la parole à Yacine qui fait son apparition dans le podcast et qui, Oui, je merci. crois, est plutôt mitigé sur le film. Bah écoutez, comment passer après Raphaël déjà? Ça, c'est pas facile. Mais non, blague à part, oui, j'ai été assez mitigé, plutôt pour les mêmes raisons que Raphaël, qui, vous le remarquerez dans ce space et ce podcast, dira toujours mieux les choses que moi. Mais il y a aussi, comme encore une fois, comme le chef disait, une déception par rapport à l'évolution de Jeff Nichols d'abord. Parce que Jeff Nichols, c'était un peu au début des années 2010, ce cinéaste de la, j'aime pas dire Amérique profonde, mais peut-être Amérique vraie, celle qui est qui a la réalité la plus tangible en dehors des côtes Est et des côtes Ouest. Il avait fait ce qui est pour moi un chef-d'œuvre absolu avec Mud, qui a révélé notamment Matthew McConaughey pour Christopher Nolan, qu'il a après casté dans Interstellar. Et, on va y revenir sur la carrière de oui, Nichols. oui, bien sûr. Et donc, voilà, chez Nichols, il y avait ce sentiment d'immobilisme, ce sentiment, en fait, d'une Amérique de laisser pour compte qui n'avançait pas par rapport aux autres. Et petit à petit, on l'a perdu. Il s'est aventuré dans la science-fiction, etc., dans le film romantique, le film sur l'histoire de la ségrégation. Et là, on arrive avec ce film de motard qui, j'en ai parlé dans ma micro-critique que j'ai fait sur Instagram. Il raconte rien, mais il le fait très bien. C'est-à-dire que, il raconte la formation d'un gang, mais est-ce que c'est intéressant? Je ne trouve pas. Est-ce que ça raconte quelque chose sur l'Amérique des années 60? Je pense pas. Et d'ailleurs, à un moment dans le film, il y a une petite scène que Jeff Nichols voit évidemment comme un clin d'œil, mais moi j'ai plutôt trouvé comme un aveu de faiblesse. C'est Funny Sonny, le motard californien, qui est recruté pour promouvoir, je crois bien que c'est Easy Rider devant un cinéma, en jouant le cliché du motard. Et je trouve ça plus comme un aveu de faiblesse parce qu'en fait, voilà, Easy Rider avait tout dit. Et quasiment 60 ans plus tard, refaire le même film qui ne raconte absolument rien, je trouve que c'est plus un aveu d'échec qu'autre chose. Parce que, voilà, comme disait Raphaël, en fait, il n'y a aucun propos. C'est-à-dire que le film raconte assez bien l'histoire, voilà, de ce gang de motards qui se forme et qui se délite parce que les générations changent. Mais quand on s'arrête là, est-ce que ça dit quelque chose sur l'Amérique de l'époque? Non. Est-ce que ça dit quelque chose sur l'Amérique d'aujourd'hui? Je trouve pas non plus, parce qu'il y aurait énormément de parallèles à faire entre cette Amérique des laissés pour compte de l'époque et finalement cette Amérique des laissés pour compte d'aujourd'hui, qui n'a pas changé d'un iota, si ce n'est qu'elle s'est beaucoup plus même radicalisée. Peut-être qu'à l'époque, ces gens-là qui votaient républicains, mais républicains modérés, on va dire, voteraient Trump aujourd'hui, forcément, ou pire. Et donc, à chaque fois que Jeff Nichols lance quelque chose, lance un propos, ça s'arrête directement. Il lance un moment le choc des générations et puis ça se résout en 2 scènes, en fait. Vous voyez, avec le jeune à la fin, voilà, qui essaye de s'imposer dans le gang. Comme tu l'as dit, Raph, il lance cette idée du féminisme, en fait, voilà, ça s'arrête. Cette idée aussi des journalismes de gauche, à un moment, il y a tout un discours d'un des personnages, je crois que c'est celui qui est joué par Michael Shannon, qui critique les gens de gauche. Et on a un journaliste joué par Mike Ress qui est juste Tout à là, fait. mais c'est pas exploité.
Alors que justement, l'opposition homme de la ville et homme de la campagne, ça aurait pu être quelque chose de très intéressant. Mais donc, il y a des pistes qui sont lancées, elles sont jamais creusées. Et à la fin, j'ai l'impression qu'on passe plus 2 heures à regarder Austin Butler fumer et Tom Hardy boire qu'autre chose. Et donc, c'est une vraie déception pour moi parce que voilà, j'ai l'impression qu'on a. Jeff Nichols, en fait, c'est plus un one-shot wonder qu'autre chose, alors que je croyais qu'il allait confirmer. Mais après Mud, il n'a jamais réussi. Donc, voilà pourquoi c'est une déception pour moi. Ce que tu dis sur Michael Shannon, c'est très important. En fait, pour moi, c'est vraiment le cœur du film, en fait. Quand il s'exprime comme ça, pour son aversion, finalement, pour le monde en général et pour les gauchistes, comme il dit en particulier, les pinkos. Pourquoi? Parce que Michael Shannon, c'est le cœur, enfin c'est la morale, c'est la boussole morale quelque part des films de Jeff Nichols. En fait. Bah, Bon, en c'est tout cas, son si grand c'est pas une acteur. boussole, si c'est pas une boussole, voilà, son acteur fétiche, il est dans tous ses films. Mais en tout cas, si c'est pas une boussole morale, parce que il a pas toujours raison. C'est souvent un gars qui est avec ses colères et avec ses contradictions. Il y a rarement de héros chez Nichols, ni même des anti-héros. Il y a des personnes avec leurs faiblesses. Mais en tout cas, c'est quasi systématiquement le cœur du film. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Finalement, il dit qu'il aime pas les gauchistes, qu'il avait envie d'aller au Vietnam pour tuer des gens, pour trouver une famille aussi, mais aussi pour tuer des gens. Et c'est le talent de Nichols, mais c'est aussi peut-être la faiblesse de son film, c'est qu'il le rend extrêmement attachant. Et il le rend extrêmement attachant tout en rendant les personnages qui seraient eux de gauche extrêmement antipathiques. Donc Nichols a l'habitude de dire qu'il ne met pas de politique dans ses films, ce qui est assez faux. On sait tous que à des degrés divers, mais il y a de la politique dans les films. Mais malgré tout, il donne quelque part le beau rôle à Shannon, je trouve, comme il donne le beau rôle à tous ces motards. Il prétend déconstruire la masculinité, mais je suis désolé, Butler et Hardy, ils sont très beaux gosses dans le film, ils sont relativement déconstruits, ils sont pas super intelligents, mais c'est pas non plus des gros débiles. Je pense qu'ils ont un beau rôle par rapport à la réalité des choses. On le voit au niveau des costumes, ce sont des bikers donc qui ont la croix de fer, donc plus ou moins nazie. Certains diront que c'est la croix de Malte. Les Hells Angels avaient les symboles SS parce que ils étaient le diable incarné, ils incarnaient le mal. Donc il y a beaucoup de choses. Je pense pas qu'on soit face à une société, en tout cas ces bikers-là, à des gens extrêmement sympathiques. Malgré tout, le film les rend assez sympathiques et donne plutôt un aspect romancé et agréable de ce qu'ils font. Je dis pas que c'est mal, je dis que c'est... Enfin, je dis pas que c'est mal. Je suis plutôt de gauche, donc je trouve pas ça très bien, mais on a le droit de faire des films de droite ou des films réac, mais il faut être aussi un peu honnête. Moi, ce que j'espérais, c'était un peu ce que Clint Eastwood a fait avec Impitoyable, où quand il réécrit le western finalement, il fait un néo-western fordien, eh bien, il montre à quel point le héros à la John Wayne était faux, était une romantisation du cinéma, et que la réalité vraie, si on peut dire, puisque le cinéma prétend toucher peut-être la réalité, mais ne le touche jamais vraiment, mais en tout cas que ces cow-boys étaient loin d'être formidables. Et Eastwood le dit, j'étais tout le temps sous, il battait sa femme, etc. Il était vraiment, c'est très loin de l'image d'Épinal que Hollywood a sorti du cow-boy. Donc moi j'espérais que les Bike Riders, ce serait l'équivalent d'Impitoyable chez Eastwood. Et là pas du tout, quand on se retrouve avec voilà l'équipé sauvage, le biker mutique mais au grand cœur, qui aime la liberté, l'épisode des Simpsons. Donc je suis pas certain que le film ne dise rien. À mon avis, il dit des choses assez régressives et assez réac. C'est son droit. Mais pour le coup, je trouve que qui décrit pas vraiment la modernité des États-Unis, en tout cas dans sa complexité. Comme tu l'as dit, Yacine, effectivement, on se doute que ces personnages-là, aujourd'hui, voteraient Trump, comme la plupart des personnages de Jeff Nichols, d'ailleurs. Mais voilà, on voit pas le contre-champ.
Et le contre-champ qui est décrit, finalement, le contre-champ de gauche, eh bien, c'est la petite frappe qui va tuer Tom Hardy à la fin. Ce sont des personnages, voilà, le gars qui vient de Los Angeles, ceux qui reviennent du Vietnam, qui sont devenus un peu pacifistes, un peu hippies, mais qui, eux, du coup, transforment le club en espèce de gang. Donc, tout l'aspect, le contre-champ de gauche est vu d'un aspect assez négatif. Donc ça m'a aussi gêné. Il a le droit d'avoir son point de vue, évidemment, mais je le trouvais assez biaisé, ce point de vue. Moi, j'ai un peu l'impression qu'il se dédouane à ce niveau-là. Juste, je pense qu'il avait envie de raconter une bonne histoire avec des motards et qu'il a pris comme principe, du coup, je crois que c'était un sujet photo d'un journaliste dans la vraie vie. Je suis d'accord, il se dédouane, en fait. Il se dédouane et en fait, il dit juste, regardez, moi, je raconte l'histoire de bons motards, de bons copains qui aiment juste leur passion et qui la partagent. Et regardez, à la fin, c'est les petits jeunes ou les petits rentrés du Vietnam. Eux, ils vont prendre le truc à bras le corps et ils vont créer le gang. Mais à la base, c'était ça partait de bonnes intentions. Alors que, oubliez non, les personnages qu'on nous impose à la base, et même, on parle de Austin Butler ou de Tom Hardy, c'est pas des gens qui ont une bonne morale, c'est des gens qui sont très individualistes, c'est des gens qui vivent quand même dans une haine globalement de tout ce qui les entoure, à part leur petit monde. Mais bon, après ça, c'est peut-être aussi proche du cinéma de Jeff Nichols. On en revient au fait que oui, ce sont probablement ce seraient tous des électeurs de Trump et que c'est aussi la manière de fonctionner de l'Amérique profonde, si on veut être péjoratif, ou de l'Amérique réelle, si on veut être un peu plus terre à terre. Il y a un truc. Pardon, vas-y. Ah oui, non, je voulais réagir à tout ce que vous dites parce que sinon je vais tout oublier. Oui, vas-y. C'est très intéressant en vrai ce que vous dites, ça me fait voir autrement. Après, je sais pas si je vais vraiment le défendre parce que je vous rejoins sur le fait que c'est pas très contemporain, mais en même temps. Défends-le, c'est ton rôle, Louane. En même temps, ça se passe dans les années 70, donc en fait, il représente plutôt cette époque, je trouve bien, parce que ça aurait été bizarre trop de modernité dans un film qui se passe juste après la guerre du Vietnam, et ça aurait été peut-être plus illogique. Après, dans la façon d'aborder les choses, il y a des choses qui m'ont dérangée, forcément. Jodie Comer, ça m'a dérangée, mais en même temps, elle porte la voix de ce gang qui n'est plus. Donc, je trouve que c'est bien que ce soit elle qui porte cette voix-là aussi. Et parce que tous les gangs, c'était pas un gang de base, comme disait Jocelyn, justement, c'était juste une bande de potes qui ont voulu créer un groupe. Moi, ça m'a fait penser à Tokyo Revenger, le manga. Donc, si vous lisez pas le manga, il y a l'animé, qui de base, c'est un truc que tu fais entre potes pour être avec des gens que t'aimes, des amis. Et par des mauvaises personnes, ça va se transformer en fait. Tout ce qu'on a dans les mains, ça se transforme en fonction de comment nous, on va le faire en fait. Oh, c'est pas français. Mais je veux dire, c'est ce que nous, on va en faire qui va faire que c'est quelque chose de bien ou de pas bien. Et je trouvais que Tom Hardy, il essayait quand même d'apporter des valeurs quand il dit au petit tu quittes tes amis et tu rejoins le gang, et qu'il le fait direct. Et en fait, il lui dit bah non, en fait, tu rejoins pas parce que tu peux pas quitter des gens que tu es censé aimer et qui sont dans ton entourage juste pour ça. Et ça montrait aussi, je trouve, il y a le retour de la guerre du Vietnam, de l'après-guerre et de cette violence, mais il montre aussi une Amérique vraiment profonde, comme vous dites, et en fait, la vraie Amérique, justement, pas l'Amérique romancée qu'on va voir dans certains films. Et dans le scénario, sa mise en scène, moi, ça m'avait fait penser au film de Terrence Malick, Badlands, je crois, en français, c'est La balade sauvage, il me semble. Oui, c'est ça, oui. Dans l'idée, parce que c'est pas qu'il raconte rien, c'est qu'en fait, il raconte la banalité, du quotidien et de la vie, où dans nos vies, il se passe pas forcément toujours quelque chose de super ou d'intéressant à raconter. Donc, toujours dans l'époque des années 70. Mais il raconte ça bien, en fait. C'est des belles mises en scène. C'est toujours des super beaux plans de paysages. C'est vrai que ça manque un peu de moto. Pour le coup, j'aurais préféré en voir un peu plus. Mais en même temps, pour moi, ce qu'il veut raconter avant tout, c'est quand même l'amitié, la loyauté. Parce que pour moi, quand tu parlais, Raphaël, de la fin, où tu dis que c'est un renoncement, pour moi, je l'ai pas, en fait, je l'ai pas ressenti comme un renoncement. Je l'ai ressenti comme, il vivait ça avec ses potes, mais s'il n'y a pas ses potes, il peut pas vivre ça. Donc, c'est pas un renoncement, mais moi, je l'ai vu comme une acceptation en mode, c'était un temps.
c'est un temps qui révolue, mais heureusement que je suis pas tout seul et on le voit qu'il est un peu entouré, bon, pas du journaliste et tout, mais il parle avec son cousin ou son oncle, je sais plus. Il voit sa femme et je me dis c'est peut-être aussi une finalité plutôt pour eux, parce que de pas être toujours dans un gang toute leur vie sans rien en faire. Donc voilà, après la BO, je l'ai trouvée entraînante. Et ces dialogues, ils étaient quand même, je trouve, il y en avait moins que dans certains de ces films. Je pense à Tech Shelter où chaque phrase est poignante et angoissante et nous rend parano. Mais j'ai trouvé quand même les dialogues très forts dans ce qu'il essayait de dire. Après, j'avoue que j'ai pas vu le côté politique comme vous, de Trump ou quoi, même si je serais aussi quelqu'un de gauche, mais j'y ai vraiment vu plus, voilà, un récit initiatique d'amitié, d'amour dans une Amérique qui est complètement, qui a toujours, en fait, on a l'impression toujours été cassée, comme Andrea Arnold le fait si bien pour le Royaume-Uni ou l'Angleterre. Enfin, et voilà. Ok, bah je vais profiter de ça pour enchaîner et élargir un peu le sujet donc au cinéma de Jeff Nichols. Jeff Nichols, il est décrit comme l'homme du sud de l'Amérique, le cinéaste du sud de l'Amérique. Jeff Nichols fait transpirer dans ses œuvres un amour plutôt inconditionnel de ses paysages et des individus qui peuplent ces paysages. Brillant pour raconter des histoires proches, le cinéaste filme l'homme face aux crises économiques, aux crises écologiques et même aux crises identitaires dans des angles de caméra très souvent intimistes. Et comment évoquer son cinéma sans mentionner également son grand acteur, son acteur fétiche, Michael Shannon. Est-ce que Yacine, tu veux nous toucher 2 mots déjà sur Jeff Nichols et le rapport que tu as à son cinéma? Oui, oui, bien sûr. Jeff Nichols, en fait, pour faire simple, c'est l'un des premiers réalisateurs qui m'a fait aimer le cinéma. 2011-2012, c'est vraiment le moment où je suis devenu ce qu'on peut considérer cinéphile. Et il y a Mud, voilà, Mud était sorti au cinéma et c'est vraiment un film qui m'a touché parce que j'étais pas du tout habitué à voir ça avant. J'avais 15-16 ans, moi j'allais au cinéma 2 à 3 fois par an. Et là, je vois un film voilà, qui est très, très, très immobile, qui, on a l'impression, ne raconte pas grand-chose, mais en fait raconte tout. Et qui disait très bien la réalité d'un pays que je connaissais pas, parce que pour moi, l'Amérique avant, voilà, c'était Wall Street, New York, Los Angeles, Hollywood et des vaches entre les deux, quoi. Et donc là, je vois toute une réalité que je connaissais pas, ça m'avait vraiment frappé. Et je trouvais que c'était un regard beaucoup plus précis et beaucoup plus doux, en fait, sur ces personnages que ne l'est celui de Bike Riders, qui, pour moi, je sais plus si c'est Loan ou Raphaël l'a dit, mais au contraire, je trouve que c'est un regard assez impersonnel que Jeff Nichols porte sur ces personnages, sur ces motards. C'est-à-dire que ils sont assez quelconques, Tom Hardy, Austin Butler, ils sont un peu fonctionnels, ils ont une seule personnalité. Et voilà, c'est un peu l'archétype à droite à gauche du motard. Il y en a un qui est pas gentil avec sa femme, l'autre qui est barjot, l'autre qui boit de l'alcool, l'autre qui fume et qui est mutique. Alors que vraiment, dans Mud, voilà, c'était le personnage de Matthew McConaughey, ce que ça racontait, celui des enfants qui en fait se rendaient compte qu'ils n'auraient jamais aucune chance dans la vie parce que leur habitus, c'est parce que l'endroit où ils sont nés, les parents qu'ils ont eus font que. Et donc je trouvais que c'était un discours vraiment, voilà, vraiment précis, vraiment doux sur cette Amérique qui a été oubliée et cette Amérique qui a porté Trump au pouvoir, notamment parce qu'elle a été oubliée par les élites des deux côtes. Et à l'époque, donc j'ai vraiment idéalisé Jeff Nichols puisque au début de la cinéphilie, en fait, et je pense que Raphaël et Loan et Jocelyn vous confirmeraient, quand on aime un film, on l'adore très très vite et on idéalise très très vite son réalisateur. Et on l'adore toute sa vie. Voilà, et on se met à dire que c'est le plus grand réalisateur de tous les temps, je ne sais quoi, parce que on a vu 10 films en fait, mais 10 films importants entre guillemets. Et donc il y a plein de réalisateurs que j'ai fait descendre de leur piédestal avec les années, à mesure que ma cinéphilie s'est précisée et que j'ai appris à mieux connaître le cinéma tout simplement. Mais Jeff Nichols, il est très longtemps et il est toujours pour moi un cinéaste majeur, justement grâce à ce film, uniquement grâce à ce film. Et c'est pour ça que depuis, c'est une déception constante avec lui, parce que j'attends toujours qu'il fasse quelque chose d'aussi bien que Mud. Bien malgré moi, je compare tous ces films à Mud. Donc il y a eu Midnight Special, Loving, etc. Et je retrouve jamais cette étincelle. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai été plus déçu que les autres sur Bike Riders, parce que j'y vais avec des attentes en fait que Jeff Nichols ne mérite même pas.
parce que voilà, il a fait une fois Mud et il mérite pas qu'on n'arrête pas de le comparer à ça, mais bien malgré moi, je le fais. Et donc c'est voilà, c'est peut-être pour ça que j'ai un peu moins aimé le film que mes comparses. Mais sinon, oui, si je devais citer un film de Sassimo qui m'a marqué pour ses images, pour son propos, pour ses interprétations, c'est vraiment Mud. C'est dommage parce que est-ce que Mud ne serait pas le dernier grand film de Nichols? Ah bah, c'est le premier et le seul pour moi. Donc, Moi, je mettrais quand même les trois. En vrai, moi, alors pour le coup, c'est un peu moins larmoyant parce que Jeff Nichols, je l'ai découvert il y a une semaine et demie. Alors, je connaissais le bonhomme, mais j'avais jamais vu aucun de ses films. Et là, depuis une semaine, je suis en full marathoning Jeff Nichols. Donc, j'ai commencé mon marathon dans l'ordre chronologique avec une très très bonne surprise de Shotgun Stories, qui quand même avait un propos très fort et m'a introduit à son cinéma, un cinéma intimiste du fin fond de rien du tout de l'Amérique. C'est parti un peu oublié, avec des personnages qui n'ont pas d'émotion et un réalisateur qui ne veut pas te transmettre non plus de l'émotion plus que ce qu'elle va te la montrer. Elle va pas te dire ce personnage est bon, ce personnage est mauvais. Non, tes trois personnages principaux, on va dire dans Shotgun Story, trois personnages principaux sont pas particulièrement bons. Je pense que même si je les croisais dans la vie, je trouverais que ce serait juste des connards. Mais bon, on les suit, c'est hyper intéressant et on suit vraiment des histoires du quotidien assez passionnantes à suivre. Dans la foulée, il a fait Tech Shelter, qui a été une claque assez énorme. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Pour moi, Michael Shannon s'est révélé ici parce qu'il était très bon dans Shotgun Story, mais vraiment dans cette filmographie, Michael Shannon s'est explosé en Tech Shelter, qui raconte vraiment une histoire qui m'a saisi aux tripes, hein, vraiment sauf la fin. Alors, je vais pas parler de la fin, mais globalement, c'est cette idée de paranoïa, de troubles psychiques a été hyper bien amenée. Le film t'accompagne dedans. Si tu connais pas les sujets, c'est pas grave. Le film t'explique, le film te raconte, le film te montre. Et c'est hyper important de le montrer quand on traite de ces sujets. C'est pas juste important de le dire. Et pour moi, ça marche hyper bien. Et puis bon, ça parle également de l'Amérique profonde de manière assez intimiste et aussi de ce qui se passe pour ces gens qui ont ces troubles-là du coup dans ces milieux sociaux-là. Donc très belle révélation. Et ensuite Mud, j'avoue, c'était un peu la cerise toute rouge sur le gâteau. M'a complètement dévasté. C'est un film extraordinaire. Et je suis d'accord avec la phrase, ça raconte rien, mais ça raconte tout à la fois. C'est-à-dire que tout le film est lent, tout le film a des séquences qui pourraient être anecdotiques, et même séparément, les séquences racontent vraiment rien, et font pas avancer l'histoire, l'histoire n'avance jamais, mais on a tout, on a le rapport à la famille, le rapport à l'amitié, le rapport à l'autre, à l'inconnu, et le rapport à l'autre et à l'inconnu est quand même fondamental, je trouve, oui. dans ces sociétés du fin fond de l'Amérique, qui aujourd'hui votent Trump, pour reprendre un peu l'archétype, mais du coup, ce rapport à l'autre et à l'inconnu est assez phénoménal, et surprenamment, il a mis un peu d'émotion dans le rapport au père et à la mère, qui m'a surpris. Oui. Et d'ailleurs, si je peux me permettre aussi, avec Mud, parce que c'est vraiment un film que j'adore, il y a aussi une certaine idée du cinéma contemplatif. Le cinéma contemplatif, pour moi, c'est peut-être l'un des genres de cinéma le plus dur à mettre en scène, parce qu'il faut poser sa caméra, pas poser de manière immobile, hein, mais métaphoriquement, il faut la poser et il faut laisser le temps passer. Et en fait, il faut laisser le temps faire le propos et pas le propos faire le temps. Par exemple, un film que j'avais détesté à sa sortie, mais que je réévalue de plus en plus, c'est Memoria de Virastacul, qui est sorti en 2021. Voilà, Virastacul dans Memoria, il y a énormément de moments où il pose sa caméra, et puis parfois même 10-15 minutes, et tu restes à regarder un paysage, le visage d'un personnage. Et donc voilà, c'est le temps qui te dit quoi penser, et tu te mets à réfléchir toi-même. Tu n'es même plus dans un film, tu es dans une sorte de discours académique, filmique, où on te pousse à réfléchir toi-même. C'est super intéressant. Et il réussissait à faire ça dans Mud avec ces lents plans de caméra qui filmaient. Le Mississippi, voilà, le Mississippi est un fleuve très évocateur. Voilà, hein. Tu le regardes, tu sais exactement ce qu'il raconte, tu sais exactement ce que. Enfin, par le cinéma, tu sais exactement ce que le Mississippi va te raconter. Et tu vois, dans Bike Riders, par exemple, on sent qu'il veut être contemplatif. Voilà. Oui, on sent qu'il veut être contemplatif. Je cherchais mes mots. Mais il se laisse jamais le temps de le faire. C'est-à-dire que j'aurais adoré avoir des plans musicaux où il filme les motards sur la route. Et ça fait de la moto sur la route, c'est ça. Moto, et tu mets de la musique, ou alors tu mets rien, et tu élèves ta caméra, tu fais des plans fixes, des plans larges, je sais pas. Mais laisse-les conduire.
Ah oui, Le il rend Voilà, Let Mad them Max ride et contemplatif. exactement et il le fait pas. Ou alors quand il fume, Austin Butler ou quand Tom Hardy boit et là, on pourrait voir, en fait, tout ce qu'il burine, tout ce qui le creuse comme Tout à personnage. On fait. n'a jamais assez de temps pour voir ça et donc c'est une sorte de contemplation ratée alors que Mud, pardon, est une contemplation extrêmement réussie et peut-être que je parle trop donc je vais laisser la parole mais Non, voilà, t'inquiète pas, je on a le voulais temps, on dire a le ça. temps. Et du coup, moi, je parlais de Mud juste son dernier grand film parce que derrière, moi, j'ai enchaîné sur Midnight Special que j'ai pas du tout accroché. Je reconnaissais absolument pas son cinéma et j'ai jamais, enfin, je n'ai rien vu d'autre qu'un Spielberg raté dans Midnight Special. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc, j'ai pas pu aller, enfin, je suis allé au bout, mais ça a été très compliqué. Après, j'ai pas vu Loving, mais à coup de pas, donc je n'en parlerai pas plus. Raphaël, tu voulais prendre la parole? Oui, oui, moi je pense qu'il faut peut-être revenir à l'origine et comprendre le phénomène Jeff Nichols. Quand Shotgun Stories sort, il a 30 piges et quelques. Alors le film fait pas un énorme succès, mais en tout cas un gros succès d'estime dans les festivals. Et il est vu comme un réalisateur à suivre. Mais moi à l'époque, personnellement, j'avais pas vu. Le gros choc, c'est Take Shelter. C'est après que j'ai vu Shotgun Stories. Take Shelter, c'est quand on voit le film à ce moment-là, on a l'impression de voir miraculeusement, je dis bien miraculeusement, la réunion entre John Ford, d'une part, c'est-à-dire le sud, les grands espaces, et d'autre part, John Carpenter, l'aspect fantastique, voire horreur du cinéma de genre. Et donc, Nichols, par ce geste génial, et ce film génial, arrive à réunir un siècle de cinéma américain, de cinéma hollywoodien, en un seul film. Et ça, deuxième film seulement, c'est un peu le même phénomène, si vous voulez, que Michael Cimino. Et malheureusement, la fin, j'ai l'impression que c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que deuxième film, premier chef-d'œuvre. Et ça paraît assez fou quand tu le vois, que tu te dis c'est juste ce deuxième film-là. Et pourtant, je pense qu'on s'est trompé à l'époque parce qu'on a eu l'impression que c'était que toute sa carrière serait comme ça, que tous ses films seraient comme ça. Et en fait, la suite l'a démenti. À part Mud, vous en avez beaucoup parlé, et très bien parlé, j'y reviens pas. Mais chaque film ensuite a été inférieur au précédent. Et pourtant, Take Shelter, donc je rappelle, Take Shelter, hein, c'est l'histoire d'un père de famille qui a du mal à communiquer. D'ailleurs, sa fille est malentendante, donc il communique avec elle par langage des signes. C'est un père de famille dans une campagne tranquille du sud des États-Unis qui est persuadé qu'une catastrophe va arriver, qu'une tornade immense va arriver et va ravager le pays. Et donc, il se met à construire un abri anti-atomique pour échapper à cette catastrophe. Et donc, il y a la nature, il y a la famille, les grands thèmes de Nichols dont on a parlé, et il y a aussi la paranoïa, cette paranoïa américaine, la peur de l'autre, et la menace qui vient de la nature. Là aussi, c'est peut-être le côté Terrence Malick, hein, mais aussi la dureté de la nature chez John Ford, du western en général. Et la menace qui vient aussi de l'intérieur du groupe humain qui refuse de connaître, de reconnaître ce mal qu'identifie Michael Shannon, donc, qui joue le héros de Take Shelter. Et il y a une notion qui est très importante et que je trouve on retrouve de moins en moins dans les films de Nichols ensuite, c'est la foi. C'est-à-dire que dans la plupart de ces films, on ne comprend pas le héros, mais on a foi en lui quelque part, par la magie quelque part du cinéma, mais on espère qu'il a raison. Et jusqu'au bout, Take Shelter, je suis désolé de vous spoiler les films si vous ne l'avez pas vu, mais jusqu'au bout, on espère que Michael Shannon a raison et qu'il va y avoir une catastrophe. C'est terrible. Mais Moi, cette fin me dérange. On espère qu'il a raison. Donc, c'est cette notion de foi, ensuite, il a essayé de la faire dans Midnight Special. Midnight Special, tout le film est là-dessus, hein, c'est-à-dire on espère que le gamin est vraiment un extraterrestre et que c'est pas des conneries et que il va retrouver comme E.T. Sa soucoupe volante. Mais ça marche moins bien. Ça marche vraiment moins bien. Déjà, il retient beaucoup et les émotions et les informations. Et le film est extrêmement bizarre en fait. On se rend compte que Spielberg, ce qu'il fait dans Rencontre du troisième type, c'est pas facile en fait. Et moi, j'ai pas eu la foi du tout à ce moment-là. Au bout d'un moment, il y a rupture de
rupture de l'incrédulité. On se dit non, c'est pas possible ce qu'il filme, ça fonctionne pas très bien. D'autant plus que l'action en général, la mise en scène de l'action, Nicole, c'est pas son fort. Hein. C'est un cinéaste pesant, souvent dans le bon sens du terme, académique, on l'a dit, mais les images en mouvement, c'est pas trop son truc, en tout cas en mouvement rapide. Et donc la suite, ça a été une succession de grosses et petites déceptions pour moi, et je crains qu'on ne retrouve plus jamais ce génie et ce trait sublime que fut son premier tableau qui était Shelter. Moi, je suis d'accord pour dire que si on prend uniquement ces 3 premiers films, on est sur le cinéaste qui a un des plus gros potentiels que j'ai jamais vu. C'est clair. Personnellement, Complètement. ces 3 premiers films, c'est un parcours sans faute. Louane, c'est quoi ton rapport un peu, toi, avec Monsieur Nichols? Bah moi, j'ai découvert, je pense un peu comme tout le monde, du coup, Nichols avec Take Shelter qui m'a forcément énormément marqué. Je rejoins ce que disait Raphaël sur la foi des personnages parce qu'on espère vraiment qu'il a raison et on croit qu'il a raison. De toute manière, on veut le croire malgré sa folie, sa paranoïa, mais en fait, on ressent tellement ses émotions comme lui les ressent qu'en fait, on a l'impression par moment d'être lui et de faire non, non, mais c'est sûr, et de rentrer dans cette folie. Et cette fin, forcément, moi, je la trouve sublime. Après, j'avais vu que Take Shelter, en fait, et Midnight Special, mais je m'en souvenais pas. Donc, pour le podcast, j'ai évidemment travaillé en regardant des C'est films. bien, c'est bien. Et en revoyant Midnight Special, j'ai aussi aimé comme je m'en souvenais. C'est sûr que ça change. Là, on part sur du fantastique. Il y en avait un peu dans Take Shelter, mais c'était plus du surnaturel. Mais je trouve que c'est sûr qu'on sent l'inspiration de Spielberg, mais on sent aussi. Moi, j'aime beaucoup ces thématiques en fait qu'il utilise dans ses films, que ce soit Take Shelter, Mud, qui est vraiment au sommet avec Take Shelter. Ça, c'est sûr qu'ils sont au-dessus. Et Shotgun Story, qui est vraiment très très bien aussi. Mais on sent qu'il y a toujours cette valeur très 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 importante de la famille, mais quelle qu'elle soit, que ce soit les tréfonds de la famille, comme on ne la choisit pas, qui nous plonge dans Shotgun Story dans une folie, mais aussi dans Mud, ce divorce qui va complètement chambouler cet enfant, mais qui au final, tout ce qu'il va vivre entre l'amitié, ce qu'il va vivre avec sa famille, la rencontre de cet étranger, etc., qui va le faire en fait finalement passer à l'âge adulte avec toute cette notion d'espoir qui est magnifique. Mais je trouve que ces thématiques chez lui, elles sont fortes en fait. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup la nature avant qu'on retrouve moins maintenant, mais qu'il l'a remplacée par d'autres aussi importantes et universelles finalement. Et le fait de montrer une Amérique, alors dans Midnight Special, on le voit pas trop, mais que ce soit Take Shelter, Mud, Shotgun Story, cette Amérique vraiment qu'on voit pas dans les autres films, vraiment qui est loin des tapis rouges et du côté hollywoodien. Et c'est tellement rare de le voir, à part chez Terrence Malick ou chez d'autres, mais c'est trop prenant. Et j'avoue que j'ai juste pas vu Loving, moi aussi. Donc, son histoire d'amour, je ne sais pas ce qu'elle donne. Loving, on peut en parler. Mais par contre, dans tout ce qui est Mud, Shotgun Story, Take Shelter, c'est vraiment un très grand cinéaste là-dessus. Et je vais quand même rajouter que je trouve que c'est un réalisateur en fait qui va pointer du doigt toutes les peurs que notre société va avoir. La peur de la fin du monde, la violence, enfin la hausse de la violence. Il y a vachement de dureté dans son cinéma, mais la dureté de la vie finalement qui en fait est complètement réelle. La dureté de la jeunesse quand on voit avec Mood. La dureté qu'ils vivent ces enfants qui sont déjà hyper matures pour leur âge et vraiment hyper touchant. Je trouve que dans Mud, c'est vachement touchant. Il a rajouté énormément d'émotions. Take Shelter, il nous cloue sur place. Mud, il nous fait pleurer. Et c'est pareil, Shotgun Story, il nous cloue. Et il y a beaucoup la croyance aussi qui est importante. Alors, c'est pas forcément la croyance religieuse, mais la croyance d'un monde meilleur, l'espoir que ça va s'arranger, ou comme dans Mood, l'espoir que l'amour en fait existe quand même et tout, mais que c'est plus dur que ce qu'on pense. Et
Et voilà, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il essaye de transmettre, en tout cas. Donc, c'est vrai que dans ses autres films, c'est moins des chefs-d'œuvre. Ils sont beaucoup plus oubliables, qu'on les aime ou pas. Si on est objectif, The Back Rider, bon, voilà, c'est sympa, mais c'est pas inoubliable. Euh, Pareil pour Midnight Special, mais en tout cas, il avait du beau potentiel avant. Mais j'espère qu'il nous refera des aussi beaux films, même si j'aime bien encore son cinéma maintenant, quoi. Il a que 43 ans, ouais, donc on peut Oui, espérer, il peut mais se relever, bien sûr. Bien sûr. Il est pas Eh, très vieux. Clint Eastwood a 95 ans, je crois, il va tourner son film encore, donc Ouais. on a de l'espoir Oui, pour mais la ça fait un moment que Clint Eastwood il sort plus des trucs. Oh, oui, mais arrête. Clint Eastwood à 70 ans, il est plus moderne que Jeff Nichols à 43 ans. C'est ce qui est Déjà, fou. oui, et puis Cry Macho, il l'a fait à C'est plus une de 90 catastrophe, ans, Cry il est Macho. super. C'est une Ah, moi, catastrophe. j'ai bien Macho, aimé il est Cry Macho, magnifique. je La rejoins mule Yacine. aussi, magnifique. La mule est Ben oui, le super cas Richard beau. Jewell, mais arrête, Jocelyn. Oh, le cas de... Mais oui, mais Jocelyn, ça va pas du tout. Le cas Richard Jewell est Non, super. allez, je vous l'accorde pour Richard Jewell, j'ai bien aimé. Par contre, Cry Macho, je vous l'accorde pas. Je me suis vraiment ennuyé fort au cinéma. Non. C'est pas une bonne manière de finir le podcast, là. Pauvre Non, tonton mais Clint. c'est pour ça que le podcast C'est ne pas va fini. pas se terminer Oui, là-dessus, bien parce sûr. que d'abord, alors, je vais fermer la parenthèse Jeff Nichols. On va le laisser retourner dans l'Arkansas ou au bord du Mississippi, je ne sais d'où il habite aujourd'hui, pour passer aux recommandations de l'équipe. Yacine, Oui. toi qui viens d'arriver dans notre podcast, est-ce que tu veux nous conseiller quelque chose pour cette semaine? Bien sûr. Alors, j'ai découvert un film récemment, c'était au festival 7e Lune, qui a eu lieu fin avril au Méliès à Montreuil, ici à côté de Paris. C'est un film de 1962 réalisé par Serge Bourguignon, qui est un réalisateur français qui est toujours vivant et qui a gagné l'Oscar du meilleur film en 1963 pour Les Dimanches de Ville d'Avray. En anglais, c'est Sunday and Cybele, parce que Cybele, c'est l'une des deux personnages principaux. Et c'est un film, alors, extrêmement touchant, qui raconte en fait une histoire d'amour assez bancale, assez contestable, entre un soldat français qui a la bonne trentaine, qui revient d'Indochine après avoir subi un choc qui l'a rendu non seulement amnésique, mais aussi qui l'a rendu un peu malade dans sa tête, dans le sens où il est revenu à son âge mental quand il avait 9-10 ans. Et il noue une histoire d'amour avec une fille orpheline qui a aussi 10-11 ans. Et en fait, il ne se rend pas compte que c'est totalement anormal, voilà, que c'est carrément pédophile, même s'il la touche jamais du film, évidemment. On ne va pas jusque-là. Et donc, moi, j'ai trouvé ça très touchant, la manière dont Serge Bourguignon réussit à trouver la beauté dans peut-être le thème le plus difficile de tous, qui est celui de la maltraitance des enfants, en fait. Parce que à la fin, le personnage principal, donc l'homme, l'ancien soldat, ne la touche jamais, ne la maltraite jamais, il fait que l'aimer, c'est un amour sincère, un amour enfantin, parce que dans sa tête, il a 12 ans, et tout le monde se rend compte de l'anormalité de ce qu'il fait, sauf lui. Et donc j'ai trouvé, voilà, réussir à trouver l'innocence dans un sujet aussi difficile, c'est vraiment quelque chose qui m'a impressionné. Et on en ressort quasiment, après on a notre réflexion évidemment, mais on en ressort quasiment avec l'envie voilà, que ces deux personnages finissent ensemble, ce qui n'est pas le cas à la fin. Bien heureusement ou pas d'ailleurs, mais bien heureusement quand même, je pense. Mais on en ressort avec l'envie qu'ils finissent ensemble, alors qu'on parle d'un homme de 35 ans qui sort avec une fille de 11 ans, ce qui devrait être totalement interdit, et ce qu'il l'est d'ailleurs. Et donc voilà, c'est vraiment cette dichotomie que j'ai beaucoup aimé. C'est un film doux, un film simple, un film magnifique aussi en noir et blanc, filmé donc à Ville d'Avray, qui est une petite bourgade en banlieue parisienne. Et je vous le recommande, il n'est pas disponible sur les plateformes, il faudrait soit voir s'il est en location ou alors acheter-le en physique. Évidemment, soutenez le marché physique. Et vraiment, c'est un beau film qui montre à quel point un bon scénario peut tout faire. Parce que la mise en scène est très belle, mais voilà, c'est vraiment le scénario et la subtilité de l'écriture qui rendent le tout, qui font l'édifice, qui le soutiennent. Parce que raconter une histoire d'amour entre un adulte et une enfant, je croyais même pas que c'était possible, et là, ça le fait. Et on en ressort en fait à la fin avec les deux points de vue, évidemment le point de vue social qui est normal, qui est que ça devrait absolument pas arriver, et le point de vue que l'histoire d'amour était quand même belle, et on en sort avec des regrets.
Donc voilà, ce serait ma recommandation pour ce podcast. Et d'ailleurs, juste pour l'anecdote, c'est un film qui a longtemps été mal compris en France, justement à cause de ça, parce que les gens, je sais même pas si on peut leur en vouloir, se sont arrêtés au fait que c'était carrément, quasiment, pardon, une histoire de pédophilie, quoi. Donc c'est un film qui a été très peu diffusé en France, qui a eu une reconnaissance tardive, alors que Serge Bourguignon a eu une carrière américaine après, parce que les Américains ont adoré le film. Ils lui ont non seulement donné l'Oscar du meilleur film, mais ils l'ont invité à Hollywood pour tourner des films. Et c'est un homme qui a tourné avec Nathalie Wood, notamment, dans les années 60, ce qui n'est pas n'importe quoi. Et donc, il a eu son petit moment de gloire à Hollywood. Et surtout, c'est un film qui a énormément cartonné au Japon. Vous allez voir n'importe quel Japonais, on va dire, qui a plus de 30 ans, et vous lui dites juste Cybèle, et il sait exactement de quoi on parle. Et Serge Bourguignon au Festival 7e Lune, parce qu'il est toujours vivant, était venu nous parler du film et il nous racontait que il n'arrivait pas à faire 3 mètres au Japon sans qu'on l'arrête pour le remercier d'avoir fait le film. Tout ça pour vous montrer à quel point là-bas c'est une star, alors qu'ici on le sait même pas. Et aujourd'hui, Serge Bourguignon a été complètement oublié. Et la raison principale pour laquelle il a été oublié, c'est parce que à l'époque, les cahiers du cinéma étaient contre lui. Donc Jean-Luc Godard, François Truffaut avaient descendu le film, il avait détesté et ça avait énormément joué dans sa distribution en France. Il était resté, je crois, que 3 semaines en tout au cinéma, en tout et pour tout, Serge Bourguignon nous l'avait dit, avant de passer 25 ans sans jamais ressortir. Et c'est un cinéaste d'ailleurs qui fait énormément d'appels du pied à la Cinémathèque parce qu'il aimerait bien qu'on se souvienne de lui. Et moi, je trouve ça adorable. Il aimerait bien qu'on se souvienne de lui, qu'on diffuse ses films. Bon, notamment lui, parce que c'est quasiment le seul grand film qu'il a fait. C'est un peu le Jeff Nichols français. Et, et la Cinémathèque, en fait, n'a jamais voulu faire une rétrospective Serge Bourguignon, sauf qu'il commence à avoir 95 ans. Donc, si on veut l'avoir et parler de son film et essayer d'en débattre au-delà des idées reçues, bah, il faudrait le faire maintenant, parce que même s'il est bien portant, bon, il peut nous claquer des doigts à tout moment. Donc voilà, c'était Les Dimanches de Ville d'Avray. Je vous recommande vraiment de le voir. Un grand film français oublié des années 60. Et à côté de tous les cinéastes que vous connaissez, Godard, Melville, Lauzet, Clément, tout ça, il y a Serge Bourguignon. Donc il faut le connaître, il faut ne pas l'oublier et regarder Les Dimanches de Ville d'Avray. En tout cas, ça fait envie. Merci beaucoup, De rien. Yacine, pour cette petite reco. Et maintenant, c'est à Louane de nous parler de quelque chose. Alors, déjà, elle a l'air top, ta reco, jusqu'à temps que tu dises que Truffaut n'a pas aimé le film et moi, si Mais Truffaut tu n'a sais pas que aimé moi, j'ai de gros problèmes avec Truffaut, donc je pourrais pas t'aider. non, mon Truffaut! Non, non, mais super reco, en tout cas, ça donne vachement envie Merci, c'est et gentil. je ne le connaissais pas, honte à nous, cinéphile de pacotille. Ah ben non, mais on a tout fait pour que le film soit pas connu, donc c'est normal. Mais en fait, finalement, ma reco se rejoint mais très légèrement à la tienne, parce que j'aimerais vous conseiller Fish Tank de Andrea Arnold, que j'ai regardé il y a pas très longtemps sur Mubi grâce à notre rédactrice Camille qui en a fait une très belle micro-critique. Et en fait, c'est presque un peu, enfin non, c'est pas du tout pareil, mais il y a une relation quand même entre une mineure et un majeur, assez déroutante d'ailleurs, mais ça raconte surtout vraiment. On est dans le fin fond, très fond de l'Angleterre, je sais même pas où c'est. euh, et on est vraiment dans ce contexte social très, très pauvre, très, vraiment très, très dur pour cet ado qui, en fait, on va suivre sa vie, donc qui est passionné de danse, mais qui a une mère qui boit, qui fume, et elle boit, elle fume également, et qui va avoir un copain, et qui... Comment s'appelle l'acteur? J'ai un trou. Oh non, comment il s'appelle? Mais qui est excellent dedans et on le découvre dedans et qui va se prendre d'affection pour lui alors que c'est le petit ami de sa mère. Et bref, c'est en fait, elle raconte tellement de choses à travers cette jeune fille qui souffre en fait d'avoir une vie compliquée, dure, pauvre et d'avoir des relations familiales très très compliquées. Et ça m'a beaucoup touchée, la façon dont Andrea Arnold met en scène cette jeune fille, pour qui on va se prendre énormément d'affection également. Et d'un sens, on va vouloir qu'elle soit aussi avec lui parce qu'il est bien avec elle, mais en même temps, c'est tellement euh, contre nature aussi que ça nous pose plein de questions. Et du coup, voilà, j'aimerais vous recommander ça.
Eh bien, merci beaucoup, Juan. Et pour terminer les recommandations, c'est à Raphaël de nous parler de quelque chose. Moi, je vais essayer de vous le vendre. C'est un film qui est extrêmement déprimant, donc je vais essayer de vous le vendre de manière un peu fun, un peu attirante. Donc, si vous avez aimé Challengers et que vous avez aimé La Zone d'intérêt, si vous avez aimé Roland-Garros, mais que vous n'aimez pas trop le fascisme, je vous recommande Le Jardin des Finzi Contini de Vittorio De Sica, qui est actuellement en streaming sur Arte. Qu'est-ce que c'est Le Jardin des Finzi Contini? On s'est souvent présenté comme le dernier chef-d'œuvre de Vittorio De Sica. Il a eu plusieurs prix, notamment l'Oscar meilleur film étranger en 71, Un ours de je ne sais plus quelle couleur à Berlin. Bref, c'est pas le plus connu du maestro italien. On parle plus du voleur de bicyclette, de mariage à l'italienne. Bref, des comédies, enfin des comédies, pas que des comédies d'ailleurs, mais des films néo-réalistes populaires qui montrent davantage le peuple italien finalement, les masses laborieuses. Là, Le Jardin Finzi Contini, c'est orienté autour de l'aristocratie de Ferrare en 1938. Et vous vous en doutez, 1938 en Italie, c'est pas tous les jours extraordinaire. Donc c'est la montée de Benito Mussolini, et donc on est dans le huis clos du château de la famille Finzi Contini. Donc voilà, la grande aristocratie de Ferrare. Ils ont un très beau parc, un très beau cours de tennis dans lequel ils jouent régulièrement, tout au long du film d'ailleurs. C'est un peu un jardin édénique qui semble suspendu dans le temps. Extrêmement belle photo d'ailleurs, un peu vaporeuse des années 70. On est déjà plus vraiment dans le néo-réalisme, mais plutôt dans le mélodrame italien, comme le faisaient très bien les Italiens, les réalisateurs italiens à cette époque-là. Et donc cette famille Finzi Contini voit monter l'ascension du fascisme en Italie, mais se doute pas que cette menace peut arriver chez eux, un peu comme Jeff Nichols finalement, sauf que contrairement à Michael Shannon, ils ne voient pas le danger, car malheureusement... Un peu comme le guépard aussi. Oui, mais les Finzi Contini, malheureusement pour eux, sont nés au mauvais endroit au mauvais moment, puisque c'est une famille juive de Ferrare, et ils subissent tout au long du film des vexations. Donc au début, c'est de l'antisémitisme, je dirais, d'atmosphère, hein, comment dit-on, de l'antisémitisme résiduel. Ça commence petit à petit, et puis au fur et à mesure, ça augmente, jusqu'au moment où le club de tennis est fermé. Donc tous les chassés du régime vont jouer au tennis et vont vivre un petit peu reclus chez les Finzi Contini. Donc il y a des communistes qui sont évidemment chassés par le régime, il y a les francs-maçons, il y a donc tous les juifs de Ferrare qui viennent se rejoindre là. Et au fur et à mesure, alors que le match de tennis se poursuit, hein, encore une fois, la menace, même pour le spectateur, qui connaîtrait pas bien l'histoire, bien entendu, la menace paraît assez diffuse, et finalement l'étau va se refermer petit à petit sur eux jusqu'à être malheureusement raflé en 1943. Donc on voit toute la vie de cette famille de 1938 à 1943, et qui est finalement la grande allégorie funeste des juifs italiens, puisque suite au fascisme, évidemment, très peu subsiste. Et donc voilà, je pense que Arte n'a pas programmé ça par hasard et par les temps qui courent. Il est bon de se rappeler de ce genre de film. Merci beaucoup Raphaël pour cette recommandation, pardon. Et ce sera tout pour cette émission. Donc merci Raphaël, merci Louane, merci Yacine, merci à vous trois pour m'avoir accompagné dans cette petite émission mensuelle. Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Ah bah avec plaisir, on espère te revoir plus régulièrement. Avec grand plaisir, il faut faire des podcasts sur des films que je connais ou des genres que je maîtrise, c'est tout. Donc voilà, bientôt Cinespace sur le cinéma du Moyen-Orient. Ah, bah je le fais tout seul. J'ai pas besoin d'animateur, pas besoin de rien. Oh oui, je n'ai pas besoin d'être là, t'inquiète pas. Je fais un space et puis vous m'écoutez des blagues. 4 heures. On t'écoute pendant 4-5 heures. On l'appelle le Torre Space. Allez, ça part.
Donc voilà, merci à vous trois. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir et merci à ceux qui nous écoutent en rediffusion. N'oubliez pas de suivre Cinévert sur X et sur Instagram et d'aller sur notre site internet pour retrouver nos dernières critiques. Continuez à regarder des films et prenez soin de vous. On se retrouve dans quelques temps pour un nouvel épisode de Cinespace. Bisous, bonne soirée à Bonne tous. soirée. Bonne soirée.